La règle de dérivée en chaîne, c'est une méthode qu'on utilise pour dériver une fonction qui est composée d'une fonction imbriquée dans l'autre. On voit ça en maths 17-20 pour des fonctions qui vont de R vers R. Et puis dans cette capsule numéro 21, on va voir comment on généralise ceci pour des fonctions qui vont de Rn vers Rm. OK, donc la règle de dérivée en chaîne, on voit ça pour la première fois en maths 17-20. Et puis c'est une règle qui s'applique quand on veut calculer la dérivée d'une fonction h qui est la composée de deux fonctions. Donc ici, j'ai dessiné la situation si on avait des fonctions qui dépendaient juste d'une variable. Alors ici, j'ai R, R et R. J'ai G qui va d'ici vers là, et puis j'ai F qui va d'ici vers là. Alors la composée H, essentiellement, on la calcule avec cette formule ici. Alors, on calcule d'abord, on prend un x ici, on met dans la fonction g, puis ce résultat-là, on le met dans la fonction f. Donc, quand on a une telle fonction, si les constituants, si g est dérivable, puis f est dérivable, ce qu'on voit en première année, comme règle de dérivée en chaîne, c'est cette formule ici. Alors ça, c'est la formule fondamentale que vous en souvenez peut-être, qui donne la dérivée en chaîne. Donc la dérivée de la composée est donnée par le produit des dérivées. Faire attention ici, évaluer à des points différents. Hein. Donc G', G va de là vers là. Fait que quand on calcule G', on le calcule à ce point ici. Puis F', F va d'ici vers là, alors F' est calculé en ce point ici qui est l'image de G. Hein. Donc la chaîne ici, on commence par x0, on met dans G, on arrive ici à G de x0, on met dans F, puis on arrive ici à F de G de x0 qui serait H de x0. Alors, la dérivée de la composée est donnée par ce produit des deux dérivés-là. Donc ça, c'est le produit de deux nombres réels. Bon, l'ordre ici, il n'est pas important parce qu'on multiplie deux nombres réels. Ça, c'est commutatif. Donc, c'est cette notion-là maintenant qu'on veut généraliser à des fonctions qui vont de Rn vers Rm. Alors, la situation est la suivante. Maintenant, je remplace les R par Rn, Rm et Rp. OK, alors j'ai une première fonction ici, G, qui va de Rn vers Rm. Une deuxième fonction qui va de Rm vers Rp. Puis je calcule la composée comme ceci, donc il va de Rn vers Rp. Et puis, supposant que chacune de ces fonctions ici est dérivable, que celle-là est dérivable au point x0, que f est dérivable au point g de x0, alors la question d'abord, c'est est-ce que la fonction h est dérivable au point x0? La réponse, comme on va voir, sera oui. Puis, comment est-ce qu'on calcule la dérivée de la fonction h à partir des dérivées des fonctions g et f qui composent la fonction h? Donc, avant de donner la réponse, on va raisonner un peu. Et la fonction h, c'en est une qui va de Rn vers Rp. Alors, on sait donc que sa dérivée, c'est une matrice P par N. Hein, P par N. La fonction g va de Rn vers Rm. Donc, sa dérivée, c'est une matrice M par N. Puis, f va de Rm vers Rp. Alors, sa dérivée, c'est une matrice P par M. Donc, j'ai les deux matrices ici là, des constituantes, les deux matrices dérivées des constituantes F et G, matrice M par N, une matrice P par M. Comment est-ce que je peux combiner ces matrices-là pour me donner une matrice P par M? Donc, vous vous en souviendrez d'algèbre linéaire que si je prends une matrice de dimension P par M, puis je la multiplie par une matrice de dimension M par N, que le résultat, c'est une matrice de dimension P par N. Alors, logiquement, on s'attend à ce que la dérivée de h au point x0 soit donnée par le produit matriciel matrice de dérivée de f au point g de x0. Et puis, ceci maintenant, c'est un produit matriciel. Alors, c'est le produit matriciel de la matrice dg au point x0. Hein? Donc, c'est ça qu'on s'attend comme réponse. Hein? Ça, c'est une matrice, comme je disais, P par M. Ça, c'est une matrice M par N. Donc, le produit matriciel devrait être P par N. Puis, si tout fonctionne bien, ça devrait être la matrice de cette dérivée-là.
Important, avant de continuer ici, là, je vais mentionner que l'ordre du produit ici n'était pas important parce qu'on multiplie deux nombres réels. Bien évidemment, c'est plus le cas ici. Hein? L'ordre de multiplication matricielle, l'ordre est très important. Hein? La multiplication matricielle n'est pas commutative. D'autant plus, ici, j'essayais de mettre celle-ci avant celle-là, les dimensions n'auraient pas un sens pour faire le produit. Donc, c'est très important, là, l'ordre dans lequel on fait ce produit-là pour que c'est un sens. Donc, c'est ça qu'on s'attend intuitivement comme résultat. Et puis, bon, le théorème, ça faisait partie à la dernière capsule où est-ce qu'on avait vu les propriétés de la dérivée. Il y avait une dernière propriété qu'on n'avait pas adressée. Donc, c'est cette propriété ici que je mets tout simplement en évidence ici. Alors, voici les conditions techniques. Ça peut arriver que ces fonctions ici, G et F, ne sont pas définies partout sur Rn. Ils peuvent être définis sur des ouverts. Mais ici, il faut que l'image de G soit contenue dans le domaine de F pour que la composition ait un sens. Donc ici, ce sont des conditions techniques pour s'assurer que cette composition-là ait bel et bien un sens. On prend un point x0 dans le domaine de G, ici. Puis ce point-là est tel qu'on sait que G est dérivable au point x0. Donc, il faut d'abord et avant tout, pour que ce théorème ici s'applique, il faut que G soit dérivable au point x0. Il faut que F soit dérivable au point G de x0. Mais dans ce cas-là, le théorème, la conclusion dit que la fonction composée est dérivable au point x0, puis que sa dérivée est donnée par ce produit matriciel ici. Alors, la démonstration, je l'ai donnée au document de la capsule précédente. Vous pouvez la regarder. C'est une démonstration qui utilise un argument en termes d'epsilon delta. Elle est longue, par contre. Je vous préviens qu'elle est très longue. Alors, ça peut être difficile à suivre le parcours. Mais au moins, ceux qui sont en maths, vous devriez jeter un coup d'œil. Je ne vous la demanderai pas de la reproduire sur un examen, bien sûr, mais que vous soyez familier avec le genre de raisonnement. Donc, d'abord et avant tout, là, pour démontrer ceci, il faut y aller avec la base, argumenter avec un argument là, avec des limites avec epsilon et delta. Alors, regardons un premier exemple. Donc, exemple, ceci c'est 2.27. 2. Donc, l'exemple 2.27.1, on l'avait fait à la capsule précédente. Alors, ici, on va se donner une fonction G qui va de R2 vers R2, définie par G de XY égale à, ok, je vais le mettre comme ceci, XY plus 2. Comme première composante, et deuxième composante, x au carré. Et puis, une fonction f qui va de R2 dans R3, définie par f, on va changer les variables, ici f de uv égale à, alors j'ai besoin de trois composantes. Première, ça sera U moins V. Ensuite, je vais avoir ici V, puis ici V carré. Puis, je vous demande de poser H comme étant la composée F de G. Donc, celle-ci va aller de R2 vers R3. Hein, parce que G va de R2 vers R2. Ensuite, F va de R2 vers R3. Alors, la composée va de R2 vers R3. Vérifiez la règle de dérivation en chaîne pour cette fonction composée-là. Alors, par ceci, je veux dire, calculez ces deux quantités ici, puis faites le produit matriciel, et puis construisez H, et puis calculez sa dérivée directement, puis constatez que vous allez avoir égalité des deux côtés. Alors, peut-être avant d'aller plus loin, juste avant de commencer, là, regardons la fonction G. Ces deux composantes sont polynomiales. Donc, elles sont certainement C1. Okay, leurs dérivées partielles sont des polynômes. Alors, c'est une fonction de classe C1, donc dérivable. Même chose pour la fonction f. Ces composantes sont des polynômes.
Alors, quand je prends leur dérivée partielle, ce sont aussi des polynômes qui sont continus. Donc, G et F sont de classe C1, donc ils sont dérivables par un théorème qu'on a vu antérieurement. Donc, on peut conclure tout de suite que G et F sont dérivables partout sur leur domaine. Donc, les conditions du théorème sont satisfaites. Okay? Donc, ça, c'est juste une première remarque avant de commencer le théorème. Donc, on s'attend bien sûr que la conclusion du théorème soit satisfaite ici. Donc, on va commencer par calculer DG. On va calculer la matrice DG en un point XY quelconque. Donc, je prends ceci, et puis je calcule, donc je vais avoir une matrice 2 par 2. La matrice 2 par 2, dans la première ligne, ce sont les dérivés de ceci et par rapport à X et par rapport à Y. Donc, je vais avoir Y, et puis par rapport à Y, j'ai X. Dans la deuxième ligne, je dérive ceci maintenant par rapport à X et par rapport à Y. Alors, je vais avoir 2X et 0. Alors, ça, c'est le DG. Donc, le DG que j'ai ici, là, c'est ça. Ensuite, je veux calculer DF. Donc, DF en un point UV quelconque. Bien, F, c'est une fonction qui va être R2 dans R3. Donc, DF, ça va être une matrice 3 par 2. Alors, dans la première ligne, je vais avoir les dérivés par rapport à U et par rapport à V de ceci. Donc, j'ai 1 puis moins 1. 1, moins 1. Ensuite, dérivé par rapport à U et à V de la deuxième ligne de F. Donc, j'ai 0 et 1. Et puis ensuite, 0 et 2V. Donc, ça, c'est DF de UV. Maintenant, très important ici, là, je vais faire encore la remarque, je vais avoir DF, mais pas un point quelconque, je vais l'évaluer au point G de X. C'est-à-dire que je vais remplacer U et V, ok, je vais remplacer U et V par ceci. Je vais remplacer U par ça, et puis V par ça. C'est ça que ça veut dire, DF de G de XY. On remplace le U ici par la première composante de G, puis le V par la deuxième composante de G. Donc, si je fais ça, j'ai DF, on va l'écrire ici, DF de G de XY. C'est DF. Alors, je remplace le U par la première composante de G, XY plus 2. Je remplace V par la deuxième composante de G qui est X carré. C'est-à-dire que je m'en vais dans cette matrice ici, puis à chaque fois que j'ai un U, je le remplace par XY par plus 2, puis à chaque fois que j'ai un V, je le remplace par X carré. Donc les constantes, bien sûr, ne vont pas changer. Je vais encore avoir 1 moins 1, 0, 1, 0, et puis ici, j'aurai 2 X carré. Alors, je vais avoir ici 1 moins 1, 0, 1 et 0, 2x carré. Donc, j'ai toute l'information maintenant nécessaire pour calculer ce produit matriciel ici. J'ai cette matrice-là que je viens de calculer, j'ai cette matrice ici qui est là. Alors, je vais faire le produit matriciel de ces deux matrices. Pardon, je m'en viens ici. Donc, DF de G de XY, produit matriciel avec DG de XY. Alors, je mets la matrice DF, 1, moins 1, 0, 1, 0, 2x carré. Puis je multiplie par la matrice YX, 2x et 0. Hein? C'est la matrice qu'on avait calculée là, ici. Alors maintenant, c'est un calcul d'algèbre linéaire simple. Je vous sauve je vous laisse faire le calcul par vous-même. Vous allez avoir ici y moins 2x. Vous allez avoir x ici. Ici, vous allez avoir 2x. Ici, 0. Puis ici, 4x cube. Et puis, 0 ici. Alors, ça, c'est le produit matriciel de DF et de DG tel que prescrit dans le côté droit de l'égalité ici.
Maintenant, pour vérifier la formule de dérive en chaîne, ce que je vais faire, c'est d'abord calculer cette fonction h ici explicitement. Je vais explicitement mettre g dans la fonction f, puis calculer une formule explicite pour h. Donc, quand je fais ça, alors h de x, y, ben c'est f de g de x, y. Alors, c'est f de la première composante de g, c'est xy plus 2. La deuxième composante de g, c'est x carré. Donc, ce que je fais maintenant, c'est que je m'envoie dans la formule pour f, qui est ici, et je remplace u par xy plus 2, puis je remplace v par x carré. Donc, quand je fais ça, j'obtiens xy plus 2 moins x carré. Je remplace ici, je vais avoir x carré, puis ici x carré au carré, qui est x à la 4. Puis maintenant, je vais calculer la dérivée de ça en utilisant la définition de la matrice du Jacobien. Alors, c'est une matrice 3 par 2. Je prends les dérivées par rapport à x et par rapport à y de ceci. Donc, par rapport à x, je vais avoir y moins 2x. Par rapport à y, j'ai tout simplement x. Ensuite, deuxième ligne ici, j'ai le dérivé de ceci par rapport à x et par rapport à y. Alors, j'ai 2x et 0. Et puis, finalement, pour la troisième ligne ici, je prends la troisième ligne, puis je dérive par rapport à x et par rapport à y. Alors, j'ai 4x cube et 0. Et puis, on voit bel et bien, manifestement ici, que ces deux matrices-là sont les mêmes. OK? Alors, c'est juste pour vérifier le commentaire. Qu'est-ce qu'est le sens des deux côtés de cette égalité-là? Qu'est-ce que ces deux côtés-là nous disent? C'est un calcul qui ressemble à ce qu'on a fait là. Donc, le théorème nous dit là qu'on le fasse dans ce sens ici ou qu'on le fasse dans ce sens-là, on va avoir la même réponse. Alors, des fois, c'est plus facile de le calculer comme ceci, d'autres fois, c'est plus facile de le calculer comme ça. La force du théorème, c'est qu'il dit que les deux choses devraient être égales. OK, alors voilà pour cet exemple ici. Juste peut-être une troisième partie là, à l'exemple 2.27. Donc, exemple partie 3. Peut-être, dépendant qui vous enseignez le cours Math 17-22, puis dépendant de comment loin que vous vous êtes rendu dans ce cours-là, là, avant que les cours soient annulés à cause de la pandémie, ça peut arriver que vous ayez vu la règle de dérive en chaîne pour des fonctions de deux variables, de la manière suivante. Donc, vous avez une fonction f, mettons, qui dépend de x et de y, puis ensuite, vous dites que, OK, ben, chacun de x et y dépend en tour de u et de v. Alors, vous avez une fonction f qui dépend de u et v. De u et v, qui ressemblerait à la suivante. Puis, on dit que quand je dérive par rapport à u, donc c'est une formule que peut-être que vous avez vue là, en première année, en première année, qui disait que si je veux dériver par rapport à u, supposons que je veux calculer la dérivée de h par rapport à u, je prends cet arbre ici, puis je descends tous les branches qui terminent par un u. Donc, j'ai deux branches ici qui terminent par un u. J'ai cette branche ici. Et puis, en descendant cette branche-là, je calcule la dérivée de f par rapport à x, puis je multiplie la dérivée de x par rapport à u. Quand je descends cette branche ici, je multiplie la dérivée de f par rapport à y avec la dérivée de y par rapport à u. Puis j'ajoute les contributions de chacune de ces deux branches-là. Alors, c'est possible que votre prof de calcul 17-22 vous ait montré cette formule-là et qui dit essentiellement la chose suivante. Donc, ceci, c'est df dx dx du plus df dy dy du. Et puis, idem pour la dérivée par rapport à v, j'ai df dx
dx dv plus df dy dv. Alors, ce que je vous demande à essayer en exercice par vous-même à la maison, c'est d'arriver avec ces formules ici en utilisant ce théorème-là. Alors, je vous donne ça comme défi, là, en utilisant une formulation qui prend avantage de ce théorème ici, arriver à démontrer que ce sont les formules qui résultent de cette composition ici. OK? Alors, je vous laisse ça en exercice. Si vous voulez en jaser au DGD ou pendant les heures de rencontre, il me ferait plaisir de vous donner des indices.